I'm happy to welcome you to the last panel of CSBC 2022. If you haven't seen me introduce another panel, I'm Alessandra, a CSBC volunteer with the editorial committee, and this is your last chance to pick up our magazine. In case you haven't heard, we have one. Ce sera votre dernière chance d'obtenir un magazine si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis ravie de présenter ce dernier panel de la CSBC, nommé Les mots sont importants, le Conseil scientifique dans les réalités linguistiques. C'est organisé par les fonds de recherche du Québec. While this panel will be principally in French, we do have a... Bien que ce panel soit majoritairement en français, il y a des écouteurs qui vous permettront d'écouter l'interprétation en anglais au besoin. Annonce que si vous aimez le panel, de Twitter @SciencePolicy et le hashtag @CSBC 2022. N'oubliez pas de remplir le sondage pour que CSBC 2023 sera encore mieux. Thank you. And over to the panel. Merci. Nous allons maintenant passer au panel. S'il vous plaît, ce serait bilingue dans la mesure de possible, surtout parce que notre collègue du Chili va nous parler en anglais. C'est anglais-espagnol pour elle. Bon. Merci. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je commence par reconnaître que ce rassemblement a lieu aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis de temps immémoriaux. Nous reconnaissons que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dans ce magnifique territoire. And in acknowledging the unceded and En reconnaissant les terres ancestrales non cédées des Premières Nations algonquines et Anishinaabe, je reconnais ma propre expérience parce que je suis privilégié d'avoir grandi ici et aussi du privilège que j'ai de pouvoir revenir visiter la région d'Ottawa de la Nouvelle-Zélande où j'habite maintenant. Mais les gens, les Maoris en Nouvelle-Zélande, de Maori, et peu importe que les Néo-Zélandais soient autochtones ou qu'ils soient nés de la terre ou pas, apprennent qu'il faut s'identifier d'une façon formelle au début de cette réunion et s'identifier à la connexion avec les gens autour de vous. Et la manière de s'identifier, donc, c'est d'identifier votre Senua, c'est-à-dire la terre dont vous venez, et la montagne et la rivière la plus proche qui ont été votre foyer. Et voilà ce que je vais faire. Et donc, chaque fois que je commence une réunion, Co-Canadians, toko iwi, co-Christian Allen, toko ingwa. My mountains are the Gatineaus. My river. Mes montagnes sont les Gatineaux, et ma rivière est l'Outaouais, mon peuple est canadien, et je m'appelle Christian Allen. Et en disant ces mots, de cette façon, et la manière, parce que c'est comme ça que mes collègues Maudits m'ont dit de le faire, ça va plus loin que dire bonjour. Cet accueil accomplit plusieurs choses en quelques paroles. Il établit immédiatement la connexion humaine que nous avons et la connexion aussi avec la Terre. Et c'est un rappel de l'importance des liens que nous avons avec la Terre et avec la nature. Et il nous met au défi de comprendre que nous faisons partie d'un milieu ou d'un réseau de relations interconnectées entre nous et avec la nature que nous incarnons tous les jours. Et donc, sur ces paroles, j'aimerais vous souhaiter
la bienvenue à ce panel sur la puissance des mots et du langage dans la pratique du dialogue scientifique avec le gouvernement. Donc, ce panel a été organisé par le Fonds de recherche du Québec et donc l'organisme d'accueil pour INCSA. Et le président, évidemment, est Rémi Thirion, qui est le scientifique en chef du Québec. Je dirige le secrétariat de INCSA qui se trouve à Waipapa ou l'Université d'Auckland. Alors, pour ceux que vous ne savez pas, INCSA est une communauté de pratique pour toute personne qui travaille sur l'interface entre la science et l'élaboration des politiques d'État. Le réseau est gratuit et accessible à tous et crée donc une plateforme de communication pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Alors, je suis très heureuse de voir des collègues avec lesquels j'ai travaillé par l'entremise de ce réseau. Moment d'innovation parallèle lorsque le conseiller scientifique en chef de la Nouvelle-Zélande, Sir Peter Gluckman, et le scientifique du Québec, Rémi Thirion, avaient eu une pensée similaire, chacun de son côté de la planète. Relativement nouveaux dans leur poste, ils ont cherché le soutien de leurs pairs et une communauté de pratique, ce qui n'existait pas. Alors, ils se sont mis à en construire. Donc, en profitant des marges de l'Assemblée générale de ce qui est maintenant le Conseil international des sciences, en 2014, la première réunion internationale des sciences, des conseils scientifiques au gouvernement a eu lieu. Il s'est terminé par un appel, en particulier par les pays du Sud, de créer un réseau pour un partage continu des leçons et un apprentissage pratique. Donc, au début, le CRDI du Canada et le Wellcome Trust ont d'abord répondu à cet appel et nous avons pu établir des chapitres en Amérique latine, en Afrique et en Asie, qui ont depuis développé des solides réseaux régionaux pour le développement des capacités institutionnelles ainsi qu'individuelles adaptées au contexte. And now, support from FRQ is enabled. Et maintenant, le support du FRQ nous permet d'élaborer davantage le réseau. Et quand Rémi Thirion a pris la présidence, il a terminé, il a complété le réseau en ajoutant l'Amérique du Nord. Et ensuite, il a travaillé aussi à l'élaboration du transfert de connaissances scientifiques au niveau subnational et municipal. Et la troisième priorité était d'explorer et de partager les connaissances sur l'influence de la dimension linguistique et de la diversité culturelle sur la prestation de conseils scientifiques au gouvernement. C'est donc la troisième priorité dont nous allons discuter aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les membres de notre panel. Et nous avons aussi en ligne, j'espère que vous pouvez la voir, donc Dr. Soledad Quiros Valenzuela. Bonjour Soledad. Elle est une chercheure en sciences ouvertes à l'Université centrale du Chili. Elle est l'ancienne secrétaire exécutive du Comité scientifique chilien sur le changement climatique et la vice-présidente de l'Institut national de l'interface entre la science et la politique. Et nous avons ensuite M. Jacques Vera, qui est le sous-chef d'unité de l'élaboration des politiques, de l'éthique et des conseils à la Commission européenne. Et je devrais dire que la Commission européenne a été un champion de l'INCSA au cours des années. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Et à ma gauche, notre professeur Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal et aussi philosophe des sciences. Alors voilà donc nos distingués membres du panel. Et pour donner le coup d'envoi sur la diversité linguistique, et je suis tout à fait sensible à nos limites. Nous offrons l'interprétation simultanée en français et en anglais. Et je tiens à remercier les interprètes pour ce service parce que je sais que c'est un travail difficile. Mais nous sommes très limités dans le sens où, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas ni le français ou l'anglais comme langue officielle, nous vous demandons donc
Et on sait qu'une langue dominante peut être l'expression d'une certaine forme de domination. Alors, nous voulons le reconnaître et ne pas en abuser. Et c'est justement le sujet de l'heure, n'est-ce pas? Alors, la question pour le panel découle du besoin reconnaissant, du besoin de partager les défis auxquels nous sommes confrontés à tous les niveaux de gouvernement, à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Et en dépit de l'absence d'un langage commun, il faut transcender les différences et en arriver à des visions communes pour la mise en œuvre de solutions collectives. Et donc, parce que le langage n'est pas simplement un outil de communication, mais la langue est l'outil qui nous permet de contextualiser, de comprendre toute la portée d'une question ou d'un problème. Alors, au moins, c'est du moins la compréhension intuitive que nous avons quant au rôle du langage, et c'est un bon point de départ pour le panel. Et nous savons que le langage peut être vu de plusieurs façons différentes. On peut lui appliquer une perspective sociologique, institutionnelle ou opérationnelle. Et je pense que nous allons justement visiter toutes ces perspectives aujourd'hui. Alors, le format du panel sera le suivant. Je vais d'abord commencer par une question pour donner le coup d'envoi. Et je poserai donc la même question à nos trois panélistes. Et ce sera donc l'occasion pour eux de faire une déclaration d'ouverture. Et ensuite, je poserai une question spécifique à chaque membre du panel, suivie d'une conversation ici, dans le cadre d'un libre-échange entre les membres du panel. Et ensuite, nous ouvrirons les questions, le parquet aux questions de l'auditoire. Alors, je vous rappelle que les langues officielles sont le français et l'anglais. Donc, nous vous invitons à vous adresser dans la langue de votre choix et en vous dirigeant aux microphones qui sont dans la salle. Mais commençons donc avec la première grande question, et la voici. Alors, certains diraient que la science est un langage universel et que l'anglais est de facto la langue de la science. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle façon ou dans quelle mesure ces suppositions posent-elles problème pour la pratique et le processus de la prestation de conseils scientifiques au gouvernement. Et ce que je veux dire par processus, c'est l'ensemble de tous les mécanismes qui sont utilisés pour communiquer des renseignements scientifiques à partir de la recherche jusqu'à l'identification du problème, et ensuite la collecte d'informations, l'interprétation de la preuve, et ensuite la fourniture ou la prestation de cette information aux décideurs et son interprétation. Alors, c'est ça qu'on entend par le processus et toute la genèse des données jusqu'à la prise de décision. Alors, nous allons commencer par Frédéric, ensuite Soledad et Jacques. Je vous donne 5 minutes chacun. D'accord. Merci. Merci. Je suis très heureux d'être des vôtres. Félicitations à tous les braves participants qui sont restés dans la salle vendredi après-midi. Énormément. Je vais essayer de parler lentement lorsque je parlerai en français, à la fois pour les traducteurs, mais à la fois pour vous qui avez fait l'effort d'apprendre le français plus tôt dans votre parcours académique et qui a une opportunité de l'exercer ici aujourd'hui. Donc, si j'accélère à un certain moment, je m'en excuse, mais je vais faire du mieux que je peux pour parler lentement. Et je comprends et je veux aussi exprimer, bien sûr, l'ironie, on en a fait part tout à l'heure, d'avoir ce panel-là avec beaucoup de propos en anglais, mais bien sûr, le dilemme est toujours de choisir entre être entendu ou entre être compris. Et lorsque nous parlons de ces enjeux, nous souhaitons un peu des deux.
Donc, nous souhaitons être entendus, mais nous souhaitons aussi être compris, ce qui rend ce genre d'exercice à la fois fructueux, mais très exigeant. It's the challenge. I'm not going to translate. Le défi, je ne vais pas traduire tout ce que je dis, mais l'idée, il y a une différence entre le fait d'être entendu et le fait d'être compris. Et c'est une distinction essentielle lorsqu'on veut produire du savoir. Et en tant que philosophe des sciences, en tant que philosophe des sciences, je pose la question dans une perspective épistémologique, si vous voulez. De dire que la science est un langage universel, c'est une image, une aspiration, et je ne veux pas la remettre en question comme assertion, mais qu'on regarde n'importe quelle langue, ça a pu être l'allemand ou le français à un moment donné, mais peu importe qu'est-ce qui est la lingua franca pour le partage des connaissances, est-ce que ça n'impose pas justement une contrainte à la production du savoir en soi? Et je vais vous expliquer les deux limites à cette approche. Et je ne vais pas rentrer dans la philosophie des sciences ou la sociologie des sciences. Mais supposons qu'un atome est un atome est un atome et que l'on dise atome ou atom, c'est toujours le même objet dont on parle. Mais dans le domaine des sciences sociales et les sciences humaines, évidemment, les assertions de ce genre sont moins catégoriques parce que le phénomène est toujours, interpellé par la réalité culturelle de l'endroit et du moment. Alors, si je parle d'analphabétisme au Japon, par opposition à l'analphabétisme au Brésil, ou l'analphabétisme au Québec ou en France, on comprend de manière générale de quoi il s'agit, mais la réalité est très différente sur le terrain, selon le contexte. Parce que le processus d'acquisition de la langue sera différent selon qu'on parle du japonais, du portugais ou du français. Et donc la langue en elle-même fait partie intrinsèque de beaucoup de phénomènes qui interviennent dans les sciences humaines et sociales. Donc, pour dire que la langue de communication, de fait, en sciences, c'est l'anglais, c'est peut-être vrai, mais cela n'empêche pas que beaucoup de phénomènes scientifiques ont une réalité culturelle indéniable et leur interprétation s'en ressent. Alors, on ne peut pas simplement dire « parlons tous anglais » ou comme on aurait dit il y a un siècle, pourquoi ne parlons pas tous allemand ou latin ou français? Alors, oui, c'est sûr que cela facilite l'échange d'informations, de s'entendre sur la langue que nous allons utiliser, mais ça ne permet pas de rendre compte de la complexité complète de l'expérience humaine sans prendre en considération on ne peut pas ignorer l'importance de la langue elle-même. Alors, je reviendrai sur ces points plus tard, et ce sont des aspects tout à fait pertinents de la question. On parle de langage on parle de langage juridique, on parle de langage politique, mais je mets de côté un peu pour l'instant parce que ces considérations, pour parler des considérations épistémologiques, on ne peut jamais rendre compte de l'expérience humaine entièrement sans tenir compte des facteurs ou des paramètres de l'expérience humaine elle-même, indépendamment de la langue. Donc, la langue comme vecteur de la production de l'information, ce n'est pas simplement un vecteur d'échange, mais ça fait partie aussi de l'objet de la recherche. Et ça, c'est vrai pour les sciences sociales, mais ça va plus loin encore. Ça a des ramifications dans les domaines de soins de la santé, dans la manière dont on interprète les résultats d'essais cliniques. Donc, il y a beaucoup de répercussions sur l'interprétation des données scientifiques qui sont inhérentes à la langue. Et donc, il est important d'avoir plusieurs langues pour rendre compte de la complexité et de la diversité de l'expérience humaine. Merci. I think we'll take that same question. Je pense que je vais poser la même question maintenant. Avant de lancer la discussion, je vais poser cette même question à Soledad.
Bonjour. Merci de l'invitation. Nous avons déjà depuis un certain temps une conversation au sein de INCSA et nous avons deux problèmes avec l'énoncé que vous venez de nous exposer. Alors, si je veux prendre la recherche et qui a été faite dans une langue différente de la mienne, en tant que scientifique, moi j'ai fait mon doctorat en anglais et j'ai fait mes études en anglais, donc je n'ai pas de difficulté à m'exprimer en anglais. En fait, c'est plus facile pour moi d'assimiler de l'information scientifique et technique en anglais. Mais ce que je dois donner aux décideurs dans mon pays, évidemment, doit être présenté dans une autre langue. Très peu d'entre eux ont une langue seconde. Donc, il faut que je transpose, que je traduise ce langage très technique, très précis, et la preuve scientifique pour qu'elle soit intelligible à un politique avec un bagage complètement différent du mien et et le faire aussi dans une langue différente de celle dans laquelle la recherche a été faite. Et donc, il est important de faire attention pour faire passer le message. Et c'est évident que ça ajoute un niveau de complexité à la transmission du message. D'un autre côté, et quand l'Amérique latine, les pays d'Amérique latine veulent participer à des conversations sur des questions internationales comme la loi sur la diversité ou le changement climatique, ou savoir comment gérer les sinistres. Notre recherche, notre information n'a pas été faite en anglais. Alors, mais il faut évidemment qu'il y a une recherche qui a été faite en 2020 et qui a révélé qu'entre 15 et 25% de l'information sur la biodiversité n'a pas été transmise au niveau mondial, international, parce que ces informations n'ont pas été présentées en anglais. Et donc, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de recherches qui ne sont pas prises en compte simplement du fait qu'elles n'existaient pas en anglais. Et donc, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? C'est plus difficile, évidemment, plus difficile pour nous de participer au processus de prise de décision au niveau international, mondial, quand nous n'avons pas la même langue ou la langue dominante. Et l'inverse est vrai aussi. Les contributions venant de pays allophones ne sont pas nécessairement prises en compte et ne sont pas ajoutées au corpus de connaissances mondiales. Donc, il y a des pertes de transmission dans les deux sens. Merci beaucoup. J'aime bien l'idée d'avoir ajouté, oui, parce que Frédéric nous a parlé de cette idée que les phénomènes doivent être contextualisés. Mais là, vous avez soulevé le problème de non seulement parler de traduire d'une langue à l'autre, mais aussi de transposer en termes intelligibles pour un politique non initié au domaine scientifique. Et vous avez aussi parlé du fait que, à cause de problèmes, il y a des problèmes d'équité, parce qu'il n'y a pas simplement l'idée de l'accessibilité ou du manque d'accessibilité, mais
vous avez parlé de problèmes d'équité essentiellement et aussi de qualité de la science. Nous devrions tous être préoccupés par le fait qu'il y a des pans entiers de preuves scientifiques qui manquent au tableau. Alors maintenant, je vais passer la parole à à Jacques Verras de la Commission européenne. Merci beaucoup, Christiane. La Commission européenne, évidemment, est une unité ou entité multiculturelle et multinationale. Le contexte, il y a 7000 langues à travers le monde et la moitié de la population du monde parle 6 langues, dont la langue autochtone. Donc, il y a une comparaison un peu ironique entre la perte de la biodiversité et la perte des langues. 90% de ces langues seront perdues d'ici à la fin du siècle, d'après ce que nous disent les linguistes. Mais moi, je vais me concentrer sur la Commission européenne qui a 37 États membres et avec 24 langues officielles. Donc, le multiculturalisme et le multilinguisme, évidemment, sont enchâssés dans la charte de la Commission européenne. Et c'est donc le reflet de l'identité nationale de chacun des États membres. Et c'est aussi une façon d'honorer la démocratie et la transparence. Et donc toutes les délibérations de la Commission européenne et ses publications sont traduites dans les 24 langues officielles. Et chaque citoyen peut s'adresser, de n'importe quel État membre, peut s'adresser à la Commission européenne dans une de ces 24 langues officielles et recevoir une réponse dans la langue de son choix. Et dans ce cas, pourquoi les scientifiques parlent-ils anglais? Alors, il n'y a pas de politique officielle. Moi, je partage avec vous ma théorie personnelle sur la question. C'est que, historiquement, les scientifiques ont toujours choisi une langue commune pour échanger lorsqu'ils parlent. Alors, ça a été le latin par le passé et c'est maintenant l'anglais à l'échelle mondiale. Et la chose importante, c'est qu'à la Commission européenne, évidemment, il faut faire une analyse coût-avantage. Alors, la traduction de toutes les délibérations, de toutes les publications, quel est le bénéfice de le faire, quel est le coût de le faire et quels sont les avantages de le faire et aussi quels seraient les inconvénients de ne pas le faire. Bien, comme nous l'avons dit, ça permet un dialogue transfrontalier parce que ça permet de lire, de vous familiariser avec des idées que vous ne pourriez pas connaître autrement. Et donc, il y a énormément d'avantages. Et ça permet aussi de bâtir des communautés, ce qui ne serait pas possible autrement, en créant une communauté d'idées qui ne sont possibles qu'à partir du moment où on peut échanger ces idées. Les avantages, justement, Frédéric l'a mentionné, parce qu'il y a une différence entre le fait d'être entendu et le fait d'être compris. Et peut-être que les concepts et les idées, les notions sont perdus. Et il y a peut-être aussi une perte de précision quand on essaie de transposer une notion dans une autre langue. Et ne trouvez-vous pas étrange que le système scolaire n'est pas capable de nous enseigner la langue alors qu'on le fait tous de façon naturelle? Moi, j'ai appris le néerlandais et je l'ai appris de façon tout à fait naturelle, mais pourtant, à l'école, c'est impossible d'enseigner aux enfants comment apprendre une autre langue. C'est simplement un commentaire, un aparté, si vous me permettez. Alors, mais évidemment, il y a une perte de contexte culturel dans la traduction, et parce qu'il faut faire le trait d'union entre le local et le national et le mondial, et il y a forcément une perte de contexte, une dilution du contexte. Mais je pense que l'utilisation de l'anglais
comme langue d'échange en sciences et pratiques. Et les inconvénients sont gérables, ou à tout le moins, les avantages semblent l'emporter sur les inconvénients. Alors, mais la science, les conseils scientifiques, eux, doivent être mis à la portée des politiques. Et ça, c'est autre chose. Et comment mesure-t-on donc alors, les conseils scientifiques nécessitent forcément la traduction. Et pas simplement la traduction de la langue, mais aussi la transposition des concepts, des notions. Alors, il y a 3 zones dangereuses. Tout d'abord, dans la formulation de la question, il y a beaucoup de questions à régler. Est-ce que quelque chose est perdu si on traduit vers l'anglais, si le décideur politique dit ce qu'il veut avoir? Ça, c'est la première zone de danger. La deuxième, c'est la communication de la science communiquée en anglais en concept pertinent pour le décideur politique. Il peut y avoir des mauvaises communications, des interstituts scientifiques. Ce n'est pas juste lié aux langues, mais la science, de facto, a un certain niveau d'incertitude. Comment on communique cela au-delà de l'usage des langues? C'est très important et très difficile dans les concepts politiques. Les politiciens veulent avoir des réponses et pas des questions. Et l'incertitude scientifique est une forme de question qui est posée et les politiciens doivent faire le pont entre cette incertitude et la politique. Et la troisième zone de danger, en termes de traduction, ce sont les réalités politiques et le besoin de messages positifs qui peuvent prendre le pas sur les preuves scientifiques. La science peut donner des conclusions dont on ne se félicite pas, ceux qui nient le changement climatique ou les réalités que la science peut révéler. Et si, en tant que scientifique, je pourrais faire une évaluation complète de certains véhicules électriques et réaliser que c'est peut-être pas aussi vert que les politiciens veulent nous le faire croire. Donc il y a toutes ces transpositions qui sont des zones de danger dont il faut s'occuper au-delà des langues que l'on utilise. Donc en conclusion, la réalité de l'anglais comme langue franche est inspirée par la tradition scientifique et le pragmatisme et a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est ma conclusion et vous pouvez la disputer. Néanmoins, au travers des conseils scientifiques, le contenu peut être perdu ou être tordu, pas à travers simplement de la réalité linguistique, mais à cause des questions conceptuelles et réalités politiques. Et donc, on devrait être conscient de cela et s'assurer que les systèmes de conseils scientifiques soient robustes et résistants au travers d'examens par les pairs, de validation par des comités et une prise de conscience des réalités politiques. Merci. Merci beaucoup et j'apprécie particulièrement que vous ayez pris le temps de nous présenter tout cela. Et on a commencé un peu cette conversation avec nos 2 autres interlocuteurs, mais pour vraiment comprendre cette distinction de ce qu'est le conseil scientifique. Vous dites que c'est un animal très différent et je crois que c'est fondamental ici lorsqu'il s'agit d'étiqueter un phénomène et faire intervenir ces choses-là dans cette discussion avec les décisionnaires politiques d'une façon qui puisse être aussi précise que possible. Il y avait aussi d'autres éléments qui sont arrivés qui, j'en suis sûr, seront débattus lorsqu'on va ouvrir tout ça, cette idée d'analyse des coûts et des inconvénients. Pour ceux d'entre nous qui sommes des scientifiques sociaux, allons peut-être immédiatement chercher à définir tout ça, définir les coûts, définir les avantages, les bienfaits. Et je vois Soledad qui hoche la tête à l'écran. Alors, nous allons passer aux questions. Je vais demander à mes collègues ici de garder tout cela en tête parce que vous aurez l'occasion de réagir à ce que vous avez dit les uns les autres. Mais une ronde de questions très rapide, peut-être 2 minutes chaque. Alors, Soledad, en parlant spécifiquement de votre situation, vous avez travaillé
au gouvernement du Chili dans les réponses au changement climatique. Vous êtes maintenant chercheur, vous avez vu les deux côtés au sein des universités et des gouvernements, et vous avez vu comment les institutions opèrent, que ce soit quelque chose qui soit mis dans la loi d'un côté ou comment on génère des connaissances, les institutions de la science, l'examen par le pair et comment les connaissances sont légitimées. Donc je me demande de ce point de vue, quel type de défis structurels, vous avez déjà fait référence à certains, mais quels défis structurels avez-vous rencontrés dans un contexte plus divers linguistiquement ou comment est-ce que ça a été surmonté? Avez-vous des exemples pour nous? L'interprète s'excuse, mais la qualité du son nous parvenant n'est pas suffisante pour l'interprétation. The cultural differences is what's then more difficult to address. So these cultural differences between scientists and policymakers on one hand, but when you want to encounter even transdisciplinary research, that's also a challenge. I'm now working in a team of very diverse backgrounds. And we have a psychologist, we have a technical biochemist. I am more in the social science role. We have an historian, we have a journalist, and I think so we all have different expectations of how to proceed to overtake a problem or a task. So everyone has a different way to approach a question, if you will. And we have to take a lot more time to talk through and talk to each other to come up with one common way to address a problem or a task. And we have a great team that of people who recognizes that that's a major is of major importance that we take that time and then proceed together. You know, sometimes you don't have either the time or the people that recognizes that differences in the cultures, and that makes the whole work much more difficult. The same thing happened, for example, when we advised to the legislature. We found as scientists some mistakes and that's why I was nodding, because I remember we have found some mistakes or missing points in definitions of a law. But we recognize that because we were experts on the topic, and we bring that up, and they were very curious because they took that definition from official organizations that did not translate the whole definition of the problem. So because this definition was not completely translated in the website, our laws were not getting the whole characteristics that we needed. But we experts took upon that, and we were able to correct that quickly. So that recognition that we are all experts in different fields and we have to work together to get a better product, a better job done. I think it's more an attitude than a formal instruction from our structure in the work. Mm-hmm. And I thank you for that. I mean, Alors, merci pour cela, et je crois que ce que vous soulevez autour du fait de travailler de plus en plus de façon transdisciplinaire, au-delà du multidisciplinaire et dans le transdisciplinaire, ça a rendu cela encore plus difficile s'il n'y a pas une langue partagée. Et donc les défis sont approfondis davantage et ajoutent encore une couche de complexité à la question,
lorsque les scientifiques de différentes disciplines se rassemblent. Et merci également de cette histoire d'espoir, de comment vous pouvez voir des erreurs et ne pas les laisser aller trop loin. Alors, je vais revenir à Frédéric. Et je voudrais réfléchir un petit peu à cette question du point de vue des forces. On a parlé de beaucoup des défis, mais du point de vue des forces, comment est-ce que l'on peut penser à la linguistique, la diversité culturelle comme étant un facteur qui nous enrichit lorsqu'il s'agit de produire des données et faire le lien avec le conseil scientifique. Donc, qu'est-ce que cette diversité linguistique apporte qui, sinon, ne serait pas là pour un conseil basé sur des preuves scientifiques? Alors, tout d'abord, je dirais que le mot enrichir est trop faible. C'est juste que c'est pas si c'est bien à voir, c'est juste que c'est essentiel. On ne peut pas prendre en compte ce phénomène sans cela. La langue et la culture feront partie de l'histoire. Si vous demandez à un écologiste de dire, bon, vous pouvez faire du travail sur le terrain, vous pouvez être proche du lac, et vous pouvez voir par vous-même, ou je peux vous donner une description écrite du lac, et vous pouvez faire la recherche sur la base de la description écrite. L'écologiste dirait, mais c'est fou. Non, non, je comprends, je suis trop dur. Alors, vous n'allez pas avoir un texte écrit, je vais ajouter des photos aussi. Je l'enrichis, et je lui dirais, bon, je vais le filmer, je vais vous donner le film. Donc, c'est une question de savoir. J'aime le mot précision. C'est combien de précision et à quel point est-ce que vous voulez être complet, exhaustif? À quel point est-ce que vous voulez que votre science soit bonne par rapport à l'expérience humaine? D'inclure, même si c'est imparfait, même si la maîtrise de la langue ou que la maîtrise ou la compréhension de la culture de la personne à qui vous parlez est incomplète, ça c'est normal, mais même une compréhension partielle augmente votre compréhension du phénomène que vous essayez de comprendre. So, enriching. Donc, enrichir est un point positif, mais je dirais que c'est plus fort que ça. C'est que ces promesses d'exhaustivité ou de fiabilité dépendent de la sophistication linguistique et culturelle de votre approche. À nouveau, pas au même niveau pour tous les phénomènes, mais pour beaucoup d'organisations basées dans la communauté, dans la société, de phénomènes liés aux humains, il faudra en prendre compte. Et à nouveau, le dernier point est extrêmement important, je crois, mais on pourra voir ça dans la prochaine question, c'est que pour le conseil, il y a une autre zone qui est importante, c'est lié à la confiance, mais on peut y revenir dans le prochain point. Alors, merci beaucoup et merci de ne pas juste avoir corrigé ma pensée là-dessus, mais vraiment nous amener à cette idée de à quel point c'est essentiel. Donc enrichir n'est pas suffisant, c'est vraiment essentiel de pouvoir faire ce genre de déclaration. Et vous avez mentionné les phénomènes sociaux, mais mon expérience de Nouvelle-Zélande, c'est un phénomène physique aussi. Et pour cette image sur les langues autochtones, donc fort heureusement en Nouvelle-Zélande, on a vraiment vécu une résurgence. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence juste avec les noms des lieux. Et les gens qui ne connaissaient pas Thomas O'Malley commencent à apprendre des noms de lieux qui décrivent des phénomènes naturels que les peuples autochtones ont connus depuis des millénaires. Donc ce lac, c'est le lac d'eau bouillonnante. Et cette montagne, c'est là où il s'est passé telle ou telle chose. Et ça, c'est ancré dans le nom des lieux. Donc, comme premier point de départ, de perdre cela, c'est perdre beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations. Merci beaucoup. On va revenir à Jacques Verras, à la Commission européenne, juste dans le sens où on pense aux solutions et aux forces, et comment on peut confronter cette question. Vous traitez
d'une multitude de langues, 27 pays, 24 langues. La lingua franca, c'est l'anglais, bien sûr, et ça peut être utile pour traiter de questions qui sont assez simples, sur le commerce peut-être, mais lorsqu'il s'agit des normes culturelles et des valeurs qui rentrent dans ces questions, je pense par exemple à peut-être même établir des normes, ça semble être un problème technique, mais qui en fait a des normes culturelles qui s'inscrivent dedans. Pouvez-vous nous dire comment c'est géré en Europe et à nouveau comment on distingue cette partie où le conseil est donné, comment le conseil est structuré et communiqué qui peut aller au-delà de ces différences linguistiques et établir un consensus. Est-ce que vous pouvez nous faire tout ça en moins de 2 minutes? Oui, bien sûr. Une anecdote. Lundi dernier, on avait un attaché de recherche des États membres qui se rend compte quelle langue ils ont parlé, anglais. Le français, le bulgare, etc., ils ont tous parlé anglais. Même quand les ministres se rendent compte, il y a de l'interprétation simultanée, comme maintenant, ici en français et en anglais. Mais si le ministre de Recherche se rend compte, je crois qu'il y a 5, 6, 7 langues avec interprétation simultanée. Et même lorsque les premiers ministres se rendent compte, il y a la traduction à toutes les langues. Et ça montre que malgré tout ce qu'on peut dire à propos de l'importance du multiculturalisme et du multilinguisme, il y a cette réalité qu'il faut gérer lorsqu'on est un politicien qui doit, qu'on est une entité politique qui doit gérer 24 langues et 27 États membres. Il faut faire des compromis. Et c'est ce que l'on fait. Et donc l'analyse des coûts et des bienfaits, on ne peut pas faire mieux. Et ça, c'est la dimension politique. Dans les années 80, j'étais responsable d'établissement de la première base de données des services de police dans l'espace Schengen. Et les représentants français, à l'époque, refusaient de parler d'autres langues que le français, mais on n'avait pas de ressources à leur donner pour l'interprétation en français pour ces groupes de travail. Donc on a trouvé la solution politique, qui était qu'on ne parlait pas français, on ne parlait pas anglais, on ne parlait pas néerlandais, on parlait la langue commune. Et ça, c'était la solution politique. Bien sûr, c'était l'anglais, mais on l'appelait la langue commune. Du coup, c'était accepté. Merci de cet exemple. C'est une solution très expéditive à un problème complexe. Alors, il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure. On peut peut-être avoir des réactions rapides du panel les uns vers les autres. S'il y a quelques idées qui sont arrivées en écoutant vos collègues. Alors, où commencer? Je vais passer à Soledad. À nouveau, nos excuses, la qualité du son nous parvenant en ligne n'est pas suffisante pour l'interprétation. Definitions as a scientist are very important for discussions. And because it gives the limits of the problem, right? So when you have so many languages, like in the European Union, how do you manage? Do you take like a time limit in discussions when they are defining problems? How do you stop the conversation? Thanks for that. Good question. Jacques? Merci, c'est une bonne question. Alors, ce sont les impératifs politiques. Il y a quelque chose qui doit être fait. Par exemple, l'Union européenne doit trouver un plan climatique ou il faut voir comment aller vers les énergies renouvelables. Il y a une crise et il faut faire quelque chose. Et les contraintes de la réalité sont ce qui impose ce qu'on doit faire. Et il n'y a pas de façon de le contourner. Donc c'est vraiment la réalité politique qui détermine ce qui est possible. La politique, c'est l'art du possible, comme on dit. Et il s'agit vraiment bel et bien de ça. Merci Frédéric. Alors peut-être que je peux aller au dernier point, parce que c'est lié. Et le point que tu as soulevé par rapport à la différence entre
les langues dont tu as besoin pour faire la science et les langues dont on a besoin pour jouer un rôle comme conseil scientifique. C'est crucial de comprendre la question de la légitimité avec des experts en général. Et ça, c'est beaucoup ressorti dans le panel précédent. La confiance et la méfiance sont de grands facteurs dans le conseil scientifique. Et ça, c'est un autre rôle où le fait d'être à l'écoute des différentes cultures et linguistiques est particulièrement important. Donc, pour dire quelque chose à cet égard, au-delà du point épistémique que je faisais, à savoir si les langues vous aident à bâtir cette connaissance de certains phénomènes, admettons que même si on ne parle que d'atomes compris dans la lingua franca, tout le monde est content de la description, et puis vous êtes l'expert et vous devez motiver une politique ou votre moyen ou des conseils d'experts. Donc la légitimité est clé. Et là, on a ce drôle de moment. Le panel précédent a bien décrit cela, mais on est à un moment où, d'un certain sens, on a à l'âge d'or de l'expertise. On n'a jamais eu accès à plus d'experts, à plus de contenu aussi facilement. Mais pour les individus et les décisionnaires, à cause de cela, ça n'a jamais été aussi difficile de déterminer comment discriminer entre les experts qui ne sont pas d'accord. Donc admettons qu'on ait deux experts fiables, et qui disent des choses qui sont différentes. Alors moi, je ne suis pas expert, je ne sais pas, je ne peux pas décider. Alors vous cherchez d'autres raisons de penser que cette personne vous donne de bons conseils. Alors particulièrement pour les questions de santé, pas uniquement, mais pour les questions de santé, les philosophes, les sociologues regardent la confiance envers les experts. Et lorsqu'il y a un risque personnel en jeu, la santé ou tout risque, la confiance est cruciale en l'individu qui parle. Ou si vous avez de la chance, vous faites confiance à une institution. Si vous êtes dans une période comme maintenant, où il y a de moins en moins de confiance envers les institutions, les individus de confiance deviennent de plus en plus importants. Donc, comment on établit la confiance avec les experts individuels? Vous cherchez des intermédiaires où la personne vous donnera un bon conseil. Alors, parler la même langue en fait partie. C'est pas juste le comprendre. C'est pas juste dire « Ah, cette personne comprend d'où je viens ou comprend ma réalité ». Il s'agit d'appartenir. Et je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, ça fait juste partie du conseil scientifique. C'est la légitimité des experts. Et si vous avez une confiance affaiblie envers les institutions, les individus sont encore plus importants. Et là, il faut regarder les conditions de succès de la légitimité d'experts. Et là, pour beaucoup de groupes qui ont eu de mauvaises expériences, ou des populations qui ont de mauvaises expériences de par le passé, avec des institutions et des experts, la barre pour la légitimité est encore plus élevée. Lorsqu'il s'agit de croire que la personne qui donne le conseil a à cœur mon bien-être. Et ça fera l'objet d'une médiation, peut-être à travers de la langue, la couleur de la peau, les normes culturelles. Mais toutes ces choses-là sont des intermédiaires qui sont utilisés par les individus pour établir la légitimité du conseil. Donc, vous pouvez bâtir de bonnes connaissances. Moi, j'ai dit qu'il faut plusieurs langues différentes pour bâtir de bonnes connaissances. Mais ensuite, avoir une bonne confiance en les experts, pas avec tout le monde tout le temps, mais il faudra bâtir cette relation de confiance avec certaines populations et ça sera utilisé, ça sera plus pertinent pour établir une appartenance que pour établir s'ils sont allés à la bonne école, s'ils ont le bon diplôme. Et donc, la langue est l'un des facteurs pour établir la confiance, pas le seul, et ça va varier selon la population et savoir s'ils ont la confiance en les institutions
par rapport à la confiance en un individu. Si vous faites partie d'un groupe privilégié dans un pays donné, il y a des chances que vous ayez plus de confiance en les institutions parce qu'elles vous ont bien desservi. Donc vous ne comprenez peut-être même pas l'expert qui vous donne le conseil, qui dit, vous allez vous dire, bah, telle personne de telle et telle institution a dit ça, donc ça doit être vrai. C'est beaucoup plus facile si vous avez confiance en les institutions, mais après, vous êtes privilégié au départ, donc la confiance est dans tout le système, si vous voulez, au-delà de l'individu qui donne le conseil. Et donc, la langue est l'un des intermédiaires des conseils scientifiques pour établir la légitimité de l'expert qui donne le conseil. Si vous n'avez pas ça, si vous ne prenez pas ça en compte, vous avez peut-être la meilleure science sur Terre, vous avez peut-être les meilleures intentions sur Terre, mais la personne qui vous entend ne va pas vous considérer comme quelqu'un à qui on peut faire confiance et prendre un gros risque. Thank you. Proxies of reliability. That's making me think. I hope it's making everyone think. It's an important point, and it's one I think that is really the underpinning piece of that idea of. Merci, c'est un point important qui est sous-jacent à tout cela, non seulement dans le développement, mais dans le Conseil de la science. Je crois qu'entre vous trois, nous avons pu voir comment certaines des questions se déroulent. Et Soledad nous a aidé à comprendre comment ça a été confronté. On voit les questions épistémologiques autour de la création des connaissances, mais aussi la confiance et la légitimité, le transférer, savoir si c'est compris et accepté. Et on a aussi vu certaines des façons très pragmatiques où ça a dû être traité en temps réel, et aussi le pragmatisme politique, comme vous l'avez dit. So we have about 15 minutes, and I just wanted to open it up, whether or not there's any comments or questions from the floor. So I see. Alors, il nous reste 15 minutes. S'il y a des questions ou observations. Et si vous voulez pratiquer votre français de l'école secondaire, c'est votre chance. Je vous jure que les autres ne vous jugeront pas négativement. Ils vont voir votre courage de vous essayer, mais bien sûr, ne vous gênez pas de poser vos questions en anglais aussi. Merci beaucoup. Jacques, et quelques j'ai une question sur la balance entre le pouvoir d'avoir une langue universelle scientifique dans le domaine de les sciences environnementales et écologie, avec le demande d'avoir la diversité de les langues de les communautés indigènes, comme dans le domaine de les assessments environnementaux, traditional use and knowledge est très, très important. Et quand on pense d'avoir beaucoup de solutions de les problèmes de le climat, on va avoir beaucoup d'idées de les personnes de grande diversité. Yeah. So what is the strategy? Et quelle est la stratégie pour encourager la diversité et rendre compte de la complexité du contexte, et quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour établir un glossaire qui nous permettra de combiner les langues autochtones dans le contexte de l'anglais? L'importance d'avoir, par exemple, pour des langues autochtones, donc si nous avons une maîtrise d'une langue autochtone, cela nous aide à avoir de la crédibilité avec une communauté autochtone qui peut nous informer par rapport à l'évolution d'un processus particulier. Ensuite, sur un forum international, notre legitimacy comes from. Lors d'un forum international, évidemment, notre légitimité peut être accrue du fait que nous connaissons cette langue autochtone, mais on peut. Alors, la légitimité tient au fait que l'on connaît cette autre langue autochtone, même si on communique le contenu dans une autre langue. Alors,
Alors, ce n'est pas une question de et, mais de ou, mais de et. Dans le monde devrait fonctionner juste en anglais. On devrait se réjouir que nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où nous avons des très bons traducteurs dans des cabines, où nous avons Google Translate, où nous avons des outils, où nous avons de la bienveillance de nos interlocuteurs pour dire, je parle, bien sûr que je vais parler en anglais sur une table où c'est la seule common language, mais que ça ne se fera pas au détriment du développement d'une capacité de recherche locale dans une autre langue. Et donc, c'est ce va-et-vient qui permet, selon moi, d'avoir, pour l'environnement en particulier, une légitimité locale grâce à la maîtrise d'autres langues et une capacité d'échange globale, mais on a besoin des deux langues pour avoir ça. Mhm. Okay, thank you. Merci. I see another question coming. J'aimerais rajouter quelque chose, si vous permettez. Je pense qu'on devrait justement prendre exemple sur Wikimedia. Wikimedia et Wikipédia, pardon, est devenu une ressource majeure à travers le monde. Ils ont un système qui cherche à encourager les communautés locales à fournir de l'information et à contribuer à l'encyclopédie en ligne. Et il y a tellement de langues maintenant. Il y a beaucoup de langues qui sont en danger actuellement, en voie de perdition. Et donc, Wikipédia a embauché des traducteurs et ont investi des efforts pour renforcer ou mettre par écrit ces langues et qui sont peut-être menacées d'extinction. Et donc, les consigner par écrit dans la plateforme Wikipédia. Et ça, je pense que c'est une idée géniale. Et c'est une initiative qui honore donc les communautés locales. Merci beaucoup de cet exemple. Une autre question? Par Canada. Je vais poser ma question en français, puis je vais la traduire ensuite. J'avais une question sur la confiance du public. Et peut-être, je voulais vous entendre sur la confusion, peut-être, entre les conseils scientifiques et le fait que c'est souvent donné en même temps avec des décisions politiques. On l'a vu avec la COVID, il y a un expert, il y a un médecin, mais ensuite, il y a un choix politique dans les mesures, par exemple. Oui, j'étais curieuse. Je vais essayer de la traduire. Donc, the misunderstanding or confusion. Alors, je voudrais votre opinion sur la confusion ou les mésententes entre les conseils scientifiques et les décisions qui sont ensuite annoncées parallèlement par les politiques. Oui, je vais prendre la liberté de répondre de mon point de vue très rapidement. Alors, je voudrais apporter une distinction. Je pense que votre exemple est très pertinent. Ce que nous avons vu, c'est que ce n'est pas tout à fait... on a vu qu'il y avait des conseils scientifiques qui étaient donnés et ensuite une décision politique qui était annoncée, mais qui n'était pas nécessairement alignée sur les conseils scientifiques. Mais la manière dont la crise ou la pandémie a comprimé le temps qui peut s'écouler entre l'appréciation d'un conseil scientifique et la prise de décision politique. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'était un cas particulier que nous avons vécu pendant la pandémie où finalement les conseillers scientifiques ont dû pratiquement prendre des décisions pour les politiques et les politiques ont dû prendre des décisions très rapidement sans nécessairement avoir le bénéfice du recul. Je vais répondre en anglais parce que je m'excite beaucoup sur cette question-là, puis je vais parler rapidement. Je n'arriverai pas à contrôler mon débit en français. This question... Alors, cette question est clé. Si vous regardez les différents sondages
par rapport aux divers experts ces dernières années, 10 dernières années, les scientifiques sont ceux qui jouissaient du plus de confiance auprès du public américain. Et il y a d'autres sondages qui ont donné les mêmes résultats. Tous les autres groupes fluctuaient ou ont fluctué. Et il y avait beaucoup de volatilité. Mais un des groupes qui a décliné encore plus rapidement que les autres, ce sont les élus. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est la réalité, tout simplement, qui a été constatée. Donc, la confiance du public dans les élus. Donc, les experts scientifiques sont ceux qui jouissent du plus de la confiance du public pendant une décennie. Et donc, les élus et aussi les journalistes ont perdu de leur crédibilité auprès du public. Mais pendant la pandémie, il y avait cette perception que les experts scientifiques prenaient les décisions. On a présumé que les experts scientifiques étaient en position de prendre des décisions. Et là où je veux en venir, et encore une fois, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose ou qu'on aurait dû faire des choses différemment, c'est simplement une constatation. Et donc, mais ce que je veux affirmer, c'est que l'une des conséquences de la COVID ou de la gestion de la COVID et la manière dont les experts ont été rendus si visibles et se sont un temps rapprochés de la prise de décision, c'est que la confiance des experts a été ébranlée. Le public a perdu confiance d'une certaine façon dans les experts scientifiques parce qu'ils ont été assimilés aux politiques et aux décisions annoncées par le gouvernement. Et donc, pour le meilleur ou le pire, la perception était que les experts donnaient des conseils et quelqu'un d'autre prenait des décisions. Et donc, les experts étaient davantage perçus comme virginaux ou innocents. Mais maintenant, cette perception a évolué. Et maintenant, il y a un segment du public qui pense vraiment que les experts scientifiques ont pris les décisions. Et malheureusement, cela a ébranlé la confiance du public. Et ils jouissent maintenant moins de fiabilité. Ils sont moins considérés comme, ils ne sont pas considérés aussi fiables qu'auparavant. Je ne sais pas s'il y avait une façon de faire différemment, mais c'est une des conséquences de ce qui est arrivé, de la manière dont la crise s'est déroulée. Ce n'est pas un jugement que je porte, mais simplement une observation que je fais. Et encore une fois, vous parliez justement de critères de fiabilité ou de gages de fiabilité. Voilà, c'est un bon exemple. Oui, il nous reste 3 minutes. Alors, vous voulez faire un commentaire? Oui. Oui, nous avons mis en place des stratagèmes pour contrer la crise le 22 novembre. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est la vie scientifique ou la crise des communications? Mais la question la plus importante, finalement, c'est la communication, n'est-ce pas? Et il nous faut des outils pour le faire, des outils multilingues. Oui. Votre question, votre commentaire? Concilie tous les aspects EDI, donc accessibilité de la recherche avec se faire comprendre. So how do we reconcile the EDA aspect of research, notably? Comment est-ce qu'on réconcilie donc l'équité, la diversité et l'inclusion avec l'objectif de se faire comprendre? Heidi Ne doit pas exiger de chaque individu d'être capable de faire toutes ces fonctions-là en même temps. Mais il faut qu'il y ait des groupes ou des communautés qui soient capables de jouer ce rôle-là. Donc, concrètement, sur une équipe de recherche, s'il y a une personne qui parle dans la langue locale ou dans une langue d'un groupe minoritaire ou qui appartient à un groupe minoritaire qui n'a pas connu le même privilège dans le passé, on peut se distribuer la tâche pour établir ces maillages avec la société civile. Le fardeau individuel est colossal et quelque part, c'est malheureux. Donc, il faut, je dirais, s'entraider et le voir. Comment pouvons-nous créer des réseaux de confiance, mais basés sur des équipes plutôt que des individus.
Et je dis équipe plutôt qu'institution parce qu'il faut rebâtir la confiance. Et donc, idéalement, on réussit à bâtir des institutions qui sont plus dignes de confiance, mais viser cet objectif-là dès le départ est probablement un objectif trop grand et nous devons rebâtir la confiance à différentes échelles au-delà de l'individu. Donc, un groupe de recherche, une équipe et ensuite jusqu'à l'institution. Thank you very much. And I think that question also, that idea of Merci beaucoup. Cette idée que de bâtir des équipes revient à ce qu'on disait au sujet de l'importance des équipes multidisciplinaires. Donc, il est tout aussi important que l'équipe ait des compétences multidisciplinaires que multilingues. Alors, une dernière question. Soyez concis, s'il vous plaît. Oui, merci. J'allais commencer en français, mais puisqu'on est en cours de temps, je ne vais pas me lancer, ne pas me risquer. J'ai fait mon doctorat en physique des particules au CERN, à Genève, en Suisse, qui est évidemment l'endroit où il y a le cyclotron hadron. Évidemment, l'anglais est la langue des sciences et c'est ce qu'on utilise pour les fins de présentation. Et bon, les gens font toutes sortes d'erreurs grammaticales, de coquilles, et tout le monde s'en fout. Finalement, on se préoccupe simplement de savoir ce que vous présentez, les données, ce qui a été observé, et peu importe la langue. Mais maintenant que je travaille au sein du gouvernement, on insiste beaucoup sur la syntaxe. Et alors, donc, voilà cette observation que je voulais partager avec vous. Oui, merci beaucoup. Je vois que Soledad sourit. Je suis sûr que vous avez Soledad. On vous donne le dernier mot, peut-être? Oui, il y a un mime sur Internet. Un mime sur Internet, oui. Au sujet quelqu'un qui ne parle, dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, qui dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis intelligent dans ma langue natale. » Parce que c'est ça, c'est une frustration constante pour les gens qui n'ont pas l'anglais comme langue première, de se faire comprendre et de trouver des façons de s'exprimer. Parce que, évidemment, que si on se sert que de l'anglais dans le quotidien, on finit par perdre ses compétences dans sa langue maternelle. Il y a toutes sortes de répercussions parce que quand on veut publier la recherche en anglais, alors qu'on n'est pas locuteur anglophone pour commencer, les critiques sont très fortes et le risque de rejet est beaucoup plus élevé quand on fait des erreurs de grammaire ou de syntaxe. Et ce qui fait que les chercheurs latinos s'excusent dès le moment où on leur donne la parole de leurs erreurs linguistiques. Mais je pense que dans d'autres contextes multilingues, on pardonne davantage les accents et les erreurs de syntaxe. Alors, je pense qu'il est important de reconnaître que nous sommes tous, que l'erreur est humaine et qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on ne peut pas tout faire à la perfection. Et il est donc important de se laisser, de faire preuve de compassion, de bienveillance. Vous pouvez toujours demander à quelqu'un de corriger votre soumission pour corriger les erreurs de grammaire. Et moi, j'ai été corrigé par un Américain, un étudiant américain qui a passé un court séjour au Chili. Mais il corrigeait notre espagnol parce qu'il avait assimilé l'espagnol mieux et plus rapidement que nous. Alors, mais concentrons-nous sur l'importance du message. Qu'est-ce que nous voulons faire et pourquoi nous voulons le dire?
je pense que c'est ça qui est important, plutôt que de s'attarder aux erreurs et aux coquilles. D'accord. Donc, merci de cette réflexion. C'est un conseil pratique et très humain. Et il faut se rappeler que nous sommes tous faillibles, mais qu'en fin de compte, nous voulons tout sérieux et faire passer le message. Merci beaucoup à nos panélistes. Soledad, Kiro Venezuela, Jacques Verras, Frédéric Bouchard. Et avec ça, fini. OK. Je voudrais conseiller à Frédéric de pratiquer mon français. Je m'excuse pour les erreurs. C'était la fin de CPSC 2022. Merci beaucoup pour cette excellente et unique discussion. Merci Soledad, Frédéric, Jacques et bien sûr Christian et INCSA pour organiser cet excellent panel et aussi Fonds de recherche du Québec. Nous avons très heureux d'avoir partenariat avec Fonds de recherche du Québec. Et Julie, est-ce qu'elle est là ici maintenant? Julie, merci beaucoup pour organiser. Tu as travaillé beaucoup de fort. Et aussi le CSPC volontaire, Katharina Tsossi. Elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais elle a travaillé sur cette panel. Alors, j'espère que vous avez eu une merveilleuse expérience dans la CPSC 2002. How was that? That's good. Okay, so I hope that you had an excellent experience. Alors, j'espère que vous avez eu une très belle expérience à cette conférence CSPC 2022. C'est la fin de la conférence. Ça a été une occasion de faire du réseautage, d'écouter des conférences et nous comptons sur vous, évidemment, pour nous envoyer vos commentaires, vos rétroactions par le biais du sondage que nous avons déjà fait parvenir. Il est important que vous répondiez à ce sondage pour que nous puissions voir ce qu'il faut améliorer pour l'avenir. Alors, j'espère que vous avez eu une excellente expérience et j'anticipe avec hâte le plaisir de vous revoir en 2023, du 13 au 15 novembre en 2023, ici à Ottawa.